Pourquoi faire du beau travail est-il un acte de résistance? C'est à cette question, et à bien d'autres, auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Jean-Philippe Bouilloux, professeur à l'ESCP Business School ainsi qu'à l'Université de Paris-Cité. Jean-Philippe Bouilloux, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour parler d'esthétique du travail. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que le beau travail? Merci déjà de me contacter et de me recevoir pour cet entretien. Alors, le beau travail, en fait, tout le monde sait ce que c'est. On sait tous ce que c'est qu'un beau travail, parce que quand on était jeune à l'école, on sait ce que c'est qu'une belle rédaction, on sait ce que c'est qu'un devoir bien fait, ou au contraire mal fait. Donc en fait, le beau travail, c'est quelque chose qu'on apprend depuis le début, qu'on apprend à l'école, une rédaction bien écrite, même des lettres bien formées, etc. Tout l'apprentissage est un apprentissage finalement du travail bien fait, d'un beau travail. Et ce qui m'a frappé, et ce que j'ai évoqué dans le livre, c'est que toutes ces notions-là disparaissent dans les études sur le travail, et notamment au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que c'est une notion qui n'est plus tellement mentionnée en sociologie du travail ou même en gestion. Et donc, c'est cette absence de notion de beau travail dans la recherche qui m'a intrigué au début. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé, voilà, de penser le beau travail. Alors, qu'est-ce que j'entends par le beau travail? Ce que j'entends par le beau travail, c'est déjà un travail bien fait. Mais c'est un travail qui est bien fait, peut-être même au-delà des attentes. Hein. C'est un travail finalement très bien fait. Mais je parle pas uniquement de beau travail, je parle de beau haut travail, c'est-à-dire de toutes les dimensions esthétiques qui viennent traverser le monde du travail. Dans ces dimensions esthétiques, il y a par exemple les belles relations de travail. Des belles relations de travail, ça fait partie de l'ambiance de travail, ça fait partie finalement de la satisfaction qu'on peut avoir au travail, des relations élégantes, des beaux gestes faits au travail, ce sont des choses qui font partie de cet univers esthétique du travail. Il y a aussi dans le beau au travail, évidemment, les lieux du travail, qui peuvent être beaux ou laids. Hein, il y a un accent qui est mis de façon récente sur l'amélioration de la qualité de vie au travail et dans la qualité matérielle de vie au travail. Ça peut être finalement tout un ensemble de choses qui vont mettre de l'esthétique dans tout ce qui touche au travail. Et donc le beau travail, la dernière chose, c'est que tout métier génère ces critères du beau travail. Si vous êtes un maçon, il y a plein d'exemples dans la littérature. Un maçon sait très bien ce que c'est qu'un mur bien fait, bien droit, parfaitement avec des pierres ou des parpaings parfaitement jointoyés, comme un ébéniste, mais comme aussi un chirurgien, comme aussi quelqu'un qui fait n'importe quel métier. J'ai connu dans le passé une magistrate à la Cour de cassation qui pouvait avoir des mots qui relevaient de l'esthétique pour parler d'un jugement, pour parler d'un arrêt, pour parler finalement d'une pièce juridique. Et on sait bien d'ailleurs que Stendhal lisait le Code civil pour purifier sa langue avant de se mettre à écrire, parce que il y a effectivement aussi dans le droit des critères d'une belle rédaction d'un texte. Et cette belle rédaction d'un texte, elle est importante parce qu'elle correspond aussi à un texte qui est finalement sans équivoque, qui va être compréhensible par tous, qui ne va pas donner lieu à des problèmes d'interprétation plus tard. Et donc cette beauté est aussi une efficacité. Et donc en fait tout métier génère ces critères du travail bien fait, du beau travail, ou au contraire du travail moins bien fait, du moins beau travail. Alors si on sait tous ce qu'est le beau travail, si le beau travail concerne tous les récits professionnels, quel est son rôle dans notre rapport au travail? Qu'est-ce qui se joue dans le beau travail, dans notre rapport au travail justement? Alors, ce que je pense, c'est que profondément, le fait de pouvoir faire un beau travail, c'est quelque chose qui est motivant dans notre rapport au travail. Et c'est pas uniquement de faire un travail dans les meilleures conditions de rapidité ou d'économie. Si on travaille en permanence à l'économie ou sous une pression du temps constante, alors on risque de ne pas avoir ce sentiment de faire un travail suffisamment beau. Or,
justement, on a envie de pouvoir faire un beau travail, c'est en tout cas la thèse que je développe dans mon livre, c'est-à-dire on a envie de pouvoir être fier du travail que l'on fait. Pourquoi? Parce que le beau travail est une source de fierté. Donc ça devient une sorte d'étayage psychologique personnel, hein, et ça devient aussi une source de réputation. Dans tous les ateliers, dans beaucoup de métiers, quelqu'un qui a la réputation de très bien faire son travail, qu'il soit soudeur, chirurgien, infirmier ou autre, eh bien, cette réputation va le nimber d'une sorte d'aura, de halo positif, qui va le précéder et qui va aussi nuancer positivement toutes les interactions qu'il va pouvoir avoir avec son environnement. Et donc, le beau travail, quand on peut le faire, quand on le fait, quand on a la capacité, les compétences, l'expérience suffisante pour le faire, est quelque chose qui va rejaillir de façon très positive sur l'individu et sur l'image de cet individu auprès des autres. Et donc le beau travail nous fait du bien, en fait. Hein, c'est-à-dire que quand on fait un beau travail, quand on a la réputation de faire de la belle ouvrage, eh bien, cette réputation nous fait du bien de façon narcissique, c'est-à-dire, cela va nous renvoyer à travers le retour des autres, à travers notre image de marque, à travers notre réputation, ça va nous renvoyer quelque chose de très positif. Mmh. Mais alors si ce beau travail a une conséquence, on va dire, sur, notre réputation, sur, notre fierté, l'inverse, c'est-à-dire, le travail qui est ni fait ni à faire, a-t-il lui aussi des conséquences? A-t-il un coût? Bien sûr. Bien sûr, et c'est d'ailleurs ce que Clos appelle le travail empêché, c'est-à-dire Oui. Yves Clos appelle le travail empêché, ce que d'autres Mmh. personnes appellent le travail empêché, c'est-à-dire quand vous êtes dans l'incapacité pour des raisons administratives, pour des raisons de règles gestionnaires, vous n'avez pas suffisamment de temps pour bien faire votre travail, ou quand vous devez économiser sur tout et donc vous n'avez pas suffisamment de moyens pour faire un beau travail, eh bien vous êtes dans une forme d'injonction paradoxale. C'est-à-dire, on vous demande de travailler bien, et en même temps, on vous empêche de bien travailler. Et donc, on sait bien que les injonctions paradoxales, ça rend fou. Hein. C'est-à-dire que vous essayez de faire tenir deux choses qui sont contradictoires, c'est-à-dire travailler bien et en même temps sans avoir les moyens nécessaires ou sans avoir le temps nécessaire. Et donc, quand on essaie de faire tenir ces choses contradictoires, eh bien, les théories psychologiques nous disent que ça risque de nous rendre clivés entre deux dimensions antagonistes, ça risque de nous rendre, faire perdre le contact avec le réel. Et donc, c'est quelque chose qui est très insatisfaisant et qui est même dangereux pour la santé mentale de l'individu au travail. Donc effectivement, quand on n'a pas la possibilité de faire un bon travail, on est dans une situation de souffrance que j'appelle de souffrance esthétique, c'est-à-dire qu'on est contraint, malgré soi, à faire un travail dont on n'est pas fier. Et c'est pour ça que je dis que euh, pouvoir faire un beau travail, c'est véritablement une revendication professionnelle. C'est une revendication, c'est-à-dire une nécessité. Nous avons la nécessité, je dirais, psychologique de pouvoir faire un bon travail. Et si nous n'avons pas cette possibilité-là, alors nous sommes dans l'incapacité d'être satisfaits de notre travail, d'être motivés par notre travail. Et donc, il y a tous les risques d'effondrement psychique que l'on connaît quand les gens passent leur temps à courir pour essayer de faire tenir des choses antagonistes qui ne tiennent pas. Vous utilisez le terme de revendication pour parler du beau travail. Est-ce qu'on peut aller encore plus loin et parler d'acte de résistance dans le fait de Mais vouloir faire un acte? j'en parle. Je parle du fait que dans certains cas, vouloir faire un beau travail est un acte de résistance. Par exemple, dans les centres d'appel, alors qui sont très remis en cause de nos jours, ne serait-ce que parce que l'intelligence artificielle risque de se substituer aux centres d'appel, avec une efficacité non négligeable et des coûts très réduits. Mais dans les centres d'appel, beaucoup d'études ont montré que ceux qui répondaient aux appels, leur manière de résister à la pression managériale pour prendre le plus d'appels possible dans le moins de temps possible, leur manière de résister, c'était de prendre son temps avec les personnes qui étaient à l'autre bout du fil pour être certain qu'ils répondaient bien à leurs besoins, qu'il n'y avait plus d'incertitude, etc. Et donc, prendre son temps, c'est déjà un acte de résistance. Mmh.
Et cet acte de résistance, il est extrêmement important parce que quand on résiste, on se constitue comme sujet. On sait qu'on peut être en difficulté, mais c'est une difficulté quelque part qu'on a choisie et pas qu'on a subie. Si on ne résiste pas, on subit une situation qui est paradoxale, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'on nous demande de bien faire notre travail quand même, mais en même temps on nous empêche de bien le faire. Et là, dans ce cas-là, on est dans une situation subie. Mais quand on est en résistance, eh bien, on se constitue comme sujet. C'est-à-dire que on se dit, bah, moi, je ne vais pas faire comme ça. Moi, je vais prendre mon temps pour bien répondre euh, aux personnes que j'ai en ligne. Et donc, cette résistance est extrêmement importante. Elle est extrêmement importante parce que ça permet à l'individu, finalement, d'être fier de lui, d'une certaine façon, comme dans tous les actes de résistance. Hein. Je pense que pendant la guerre, les résistants étaient aussi contents de ce qu'ils faisaient, malgré les risques qu'ils couraient. Et ce sont des moments où le sujet se réapproprie finalement son destin et pose un acte dont il verra finalement qu'il va assumer, mais qui peut assumer, y compris dans ses conséquences négatives, c'est-à-dire que cette résistance-là peut être mal perçue et peut être l'occasion d'être, je dirais, malmené par la hiérarchie ou d'être pénalisé parce que on aura fait moins d'appels que les autres et on aura peut-être une moindre rémunération si on est payé finalement à la pièce, c'est-à-dire au nombre d'appels, pour reprendre l'exemple du centre d'appel. Mais cette pénalisation, finalement, n'est peut-être moins importante pour l'individu qui résiste que la compromission qu'il aurait à accepter de faire un travail dont il n'est pas fier. Là, au Oui. moins, il est fier du travail qu'il a fait, même si ça lui coûte un petit peu d'argent. Il y a quelques instants, vous évoquez le fait que pour faire un beau travail, il faut avoir les moyens de faire de pouvoir faire ce beau travail. Qu'est-ce que vous entendez par là? Quels sont les moyens pour réussir à avoir ce beau travail-là? Ah, les moyens, c'est-à-dire avoir, par exemple, le temps nécessaire pour faire quelque chose. Un des grands obstacles au travail bien fait, c'est la pression du temps où on vous demande de faire de plus en plus de choses dans avec un temps de plus en plus limité Mmh. pour évidemment gagner en productivité. Et à un moment donné, voilà, autant une machine, on peut la paramétrer pour qu'elle aille plus ou moins vite, etc. Mais l'individu, et pour certaines choses, pour des interactions sociales, pour servir des clients, pour répondre à une demande, etc., il y a un temps minimum et sans lesquels on a une frustration. Donc la première chose, c'est avoir le temps nécessaire. Et puis, la deuxième dimension, c'est d'avoir les moyens matériels nécessaires. Euh, dans les hôpitaux, dans le monde de la santé en général, vous avez quelquefois, dans certains services, des gens qui sont obligés de se battre pour avoir le matériel dont ils auraient besoin pour faire de façon satisfaisante leur travail, sans être, je dirais, dispendieux ou trop luxueux. Mais quelquefois, ce sont les choses minimum qui manquent. Alors ça peut ne pas être très long, ça peut être pendant des courtes durées, pour des périodes X ou Y, où des produits manquent, mais si vous n'avez pas les moyens matériels, c'est-à-dire si vous n'avez pas les objets dont vous avez besoin, si vous n'avez pas la matière première dont vous avez besoin, ou une matière première suffisamment bonne, là, vous êtes dans une difficulté, vous allez essayer de faire de votre mieux. Alors, si vous êtes dans une économie de guerre, si vous êtes un hôpital en période de guerre, vous faites au mieux avec ce que vous avez sous la main. Et quelquefois, vous pouvez faire des miracles. Et là, vous pouvez être content, finalement, des miracles que vous arrivez à faire. Mais si vous n'êtes pas en économie de guerre et si, malgré tout, vous êtes obligé de jongler pour essayer à faire à peu près ce qu'on attend de vous sans le matériel nécessaire, là, vous avez une frustration. Hein, vous avez une frustration parce que vous n'avez pas les bonnes conditions, il n'y a pas de bonnes raisons à ne pas avoir, je dirais, ces bonnes conditions, puisque vous êtes dans une situation normale d'activité. Donc c'est essentiellement autour du temps, autour des moyens matériels que ça tourne. Après,
il va y avoir aussi le cadre de travail. C'est-à-dire, si vous avez un cadre de travail qui n'est pas adapté, si par exemple vous n'avez pas de poste de travail fonctionnel, si vous n'avez pas la capacité, si vous êtes un cadre et que vous n'avez pas d'espace du tout personnel, on a beaucoup développé dans les années 80-90 des open space, on en est beaucoup revenu, mais avec quelque chose qui est un petit peu hybride, et puis le télétravail a beaucoup changé ça aussi. Mais si vous n'avez pas un cadre adapté, vous n'êtes peut-être pas en mesure aussi de faire un travail satisfaisant. Donc en fait, entre le temps, les moyens matériels et puis l'environnement, vous avez un peu les conditions du beau travail. Le dernier élément, mais ça va être, ça prolonge ce que j'ai dit au début, c'est que encore faut-il aussi que les relations de travail soient suffisamment bonnes. La notion de suffisamment bonne, d'ailleurs, elle est intéressante. Alors, je la reprends de chez Winnicott. Elle est intéressante parce que ce que l'on veut, c'est faire un travail de qualité, un travail suffisamment beau. On ne cherche pas toujours à faire un travail extraordinaire, on n'a pas toujours la capacité, les moyens, le temps ou le désir, mais par contre, il y a un minimum, et ce minimum, c'est ce qui nous permet de faire un travail qui soit suffisamment beau, suffisamment bien, avec un temps suffisant, avec avec des moyens suffisants, avec un cadre suffisamment acceptable pour pouvoir faire ce que l'on a à faire. Et là aussi, hein, chaque métier génère ses propres critères de ce qui est suffisamment beau, ce qui est suffisamment bien, ce qui est suffisant en termes de temps pour faire telle ou telle chose. Alors vous avez déjà commencé à y répondre en parlant de cadres à mettre en place, mais je serais curieux de savoir un petit peu ce que vous recommandez, par exemple pour une direction, pour des personnes au management. Qu'est-ce que vous leur recommandez de faire pour permettre cette émergence du beau travail? La première chose que je leur recommande de faire, c'est de se renseigner auprès de leurs opérationnels. Parce que les dirigeants sont souvent déconnectés de certains aspects complètement opérationnels. Et ils ne se rendent pas compte de ce dont les opérationnels ont besoin pour pouvoir bien travailler. Cela peut être des choses toutes simples. Moi, j'ai travaillé, par exemple, pour des éboueurs de la ville de Paris dans une mission qu'on a fait avec quelques amis, dont Vincent de Gaulle-Jacques, il y a quelques années. Et une des choses dont les éboueurs ont besoin pour pouvoir bien travailler, eh bien, ce sont des gants. Et ce sont des gants de bonne qualité. Mais c'est pas quelque chose que la direction imaginait, ou plutôt la direction n'imaginait pas que les gants qu'ils avaient n'étaient pas adaptés. Pour des raisons liées au fait que quand il pleuvait, les gants glissaient, etc. Et donc, il y avait toute une recherche à faire sur les gants les plus adaptés, comparé à ce qui est utilisé dans d'autres endroits, d'autres villes, voire à l'étranger. Bref, il faut demander à ceux qui travaillent quels sont pour eux les critères qui vont définir le beau travail, que ce soit des critères de fabrication ou de travail lui-même, que ce soit des critères de contexte de travail. Donc ça, c'est la première chose, c'est de réfléchir ensemble, et il ne faut pas oublier que la plupart des directions ne savent pas ce qui est indispensable. Et quelquefois, même quand les directions sont issues du monde opérationnel, mais les transformations technologiques, les ruptures, etc., font qu'ils ne savent plus obligatoirement aujourd'hui ce dont on a besoin pour travailler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça va être aussi de mesurer le degré de satisfaction au travail qu'il y a. Est-ce que les gens ont le sentiment déjà de faire un travail acceptable, ou est-ce qu'ils ont vraiment le sentiment d'être dans une souffrance esthétique par rapport au travail qu'ils délivrent, au service qu'ils rendent? Et ça, il faut faire une enquête par rapport à cela. Est-ce qu'ils ont l'impression que les services ou produits de la concurrence sont meilleurs? Est-ce qu'ils ont l'impression que, en changeant peu de choses, on pourrait faire beaucoup mieux? Est-ce qu'ils sont fiers du travail qu'ils font? Est-ce qu'ils recommandent le travail qu'ils font? Tout un tas de questions que l'on peut poser dans des enquêtes de climat social, et qui permettent d'avoir une image assez précise, finalement, du sentiment de beau travail que les gens ont à un moment donné dans leur activité. Je pense que entre cette enquête sur les modalités du beau travail pour les opérationnels, et puis une enquête plus générale sur le sentiment de faire un beau travail que l'on a ou pas dans une organisation, ça vous donne une indication sur cet indicateur-là. Pour conclure, j'aimerais évoquer le lien qu'il peut y avoir entre l'esthétique du travail, le beau travail et le syndicalisme.
C'est un sujet que vous avez abordé dans un des articles que vous m'avez envoyé pour la préparation de cette émission, et je serais curieux que vous expliquiez un petit peu ce qu'il en est. Oui, alors c'est une bonne question et c'est quelque chose qui est, pour moi assez, important parce que, le beau travail, l'esthétique au travail n'a quasiment jamais été, en tout cas dans les dernières années, une revendication, syndicale. Pour de multiples raisons, à la fois parce qu'il est plus facile de se concentrer sur des choses faciles à quantifier, comme le nombre comme les effectifs, ou comme les salaires, ou comme des avantages quantifiés, et aussi parce que cette notion-là est tellement propre à tout un tas de secteurs d'activité que finalement c'est pas une notion facile à mobiliser au niveau transversal. Mais je pense que les syndicats, qui maintenant ont besoin d'être dans tout un tas d'institutions, parce que le travail se transforme avec de nombreux sous-traitants, etc., ils auraient intérêt, je pense, à s'emparer de cette dimension-là pour en faire une de leurs revendications, ou en tout cas une des sources du mal-être au travail ou du malaise au travail qu'il y a dans les entreprises. Et ce malaise au travail ne peut pas être compensé uniquement par des augmentations, parce que si vous ne faites pas un travail satisfaisant, même si on vous paye un peu plus, la souffrance esthétique va demeurer. En revanche, et à l'inverse, si vous faites un beau travail, peut-être que vous chercherez pas non plus à avoir plus de revendications salariales, puisque vous avez déjà une satisfaction psychologique non négligeable dans le travail que vous faites actuellement. Et donc, je pense que c'est une autre manière de voir aussi ce qui est nécessaire pour l'individu au travail. Jean-Philippe Bouilloux, merci. Merci à vous, merci de votre invitation et de cette interview. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de 0, sur le beau travail. Pour aller plus loin, je vous invite à lire le livre Pouvoir faire un beau travail de Jean-Philippe Bouilloux, paru en 2023 aux éditions RS.